Bonjour, bienvenue sur Original Comics. Aujourd'hui, quoi de neuf en indépendant? Ça faisait quelques temps qu'on vous avait pas présenté toutes les merveilles qui sortent chaque semaine. Excusez-nous, on a été un petit peu occupés avec toutes les grosses sorties de cette rentrée qui se prépare, mais on a quand même envie de vous parler de tout cela, de toutes ces merveilles, et on va commencer tout de suite sans plus parler. Et on va tout de suite commencer par une des choses qu'on attendait le plus cette semaine chez Original Comics. Je veux bien sûr parler des Teenage Mutant Ninja Turtles Reborn, ou les Tortues Ninja Reborn, qui nous reviennent avec un numéro 1, les Tortues Ninja qui nous reviennent avec une toute nouvelle série, après la conclusion de la dernière en fait que iComics nous a édité bon gré mal gré, avec ses 19 merveilleux volumes, plus son tome 0, et qui après le grand ouvrage, en fait, le grand reboot des Tortues Ninja, qui avait été orchestré par le scénariste Tom Waltz, accompagné par le co-créateur des Tortues Ninja, Kevin Eastman, qui vient tout juste de ressortir chez iComics dans une magnifique première intégrale, qui vient à point pour la sortie du nouveau film d'animation que vous avez vu, j'espère, que moi j'ai trouvé très sympathique. Et il s'est passé plein de choses pendant cette série, des choses merveilleuses. C'est une série qui est assez longue et qui prend justement toute sa puissance et toute sa justesse dans la longueur, parce que les personnages vraiment évoluent au fur et à mesure, des drames se nouent, des amitiés se forgent, des inimitiés se réalisent, etc., etc. Et toute cette, disons, première série, première saison, si on pourrait dire peut-être, s'est conclue, disons, dans un grand événement, dans la bataille de New York, la City at War, qui a vu tous les personnages principaux et secondaires s'affronter, et tout ça a résulté dans des choses assez dramatiques. Évidemment, du coup, à partir de là, je vais commencer un petit peu à spoiler, donc si vous n'avez pas fini cette série des Tortues Ninja, sautez à la prochaine présentation, ou si vous avez commencé la série, je vais un petit peu divulgacher. Donc, je vous dis, ne restez pas, sauf si vous vous en fichez, vous, ce qui vous importe, c'est de découvrir le truc. Mais en fait, à l'issue de cette bataille de New York, vous avez le personnage de Old Ops, un peu le mafieux de la série, le grand chat, va faire exploser une bombe en fait mutagène qui va venir contaminer une grande partie de New York, qui va transformer une partie de New York en mutant. Et ça va coïncider avec la mort dramatique de Maître Splinter, qui va mourir sous les coups de ses ennemis. Et ces deux grands événements catastrophiques, cataclysmiques, vont briser à jamais les Tortues Ninja. Et au début de cette nouvelle série, de cette renaissance des Tortues, nous suivons ça quelques mois plus tard, et nous voyons comment la ville de New York a complètement mis à mal le quartier qui a été muté, avec du coup tout ça qui est en train de se reforger, avec Hobbs qui essaye avec son clan et avec une sorte de mafia de renouer un petit peu tout ça, de faire de l'ordre, mais lui a des méthodes, disons, assez violentes. Vous avez d'autres personnages plus proches de nos tortues qui vont tenter de créer des repères, de tenter d'aider ces nouvelles personnes à faire face à leurs conditions nouvelles. Et pendant ce temps-là, nos tortues vont être assez désœuvrées. Chacune vont vivre très difficilement leur deuil et vont s'enfermer, disons, dans une tristesse, ou bien dans d'autres choses, comme un Raphaël qui va décider de renouer avec son côté un petit peu vigilante, pendant que ses frères sont plus en train de faire leur deuil dans leur coin à la ferme de Northampton. Et on va suivre également surtout la nouvelle tortue, une nouvelle tortue, la 5e, Jennika, qui était un des personnages disons assez importants de la fin du run précédent, qui était une membre du clan des Foot, qui avait été prise sous son aile par Splinter, et qui, au cours de la bataille de New York, va être blessée, mais va survivre grâce à une transmutation des Tortues Ninja qui, à cause du mutagène, vont la transformer elle-même en tortue et faire, disons, d'elle la 5e membre du groupe. Cependant, pour elle, c'est assez compliqué de se joindre en fait à ça, surtout quand cette famille est complètement détruite et désœuvrée. Et on va voir comment nos personnages principaux et secondaires vont faire face à tout ça, comment ils vont essayer de reformer une famille, comment ils vont devenir de véritables héros pour les petites gens, pour les freaks, les outsiders de ce nouveau monde, combattre pour faire valoir leurs droits de mutants et recréer une vraie famille et une communauté.
Et écoutez, après ça, je vous laisse découvrir bien ceux qui l'en retournent. Mais moi, c'est une série que j'aime vraiment énormément. Moi, j'aimais déjà beaucoup la série sous Tom Waltz, mais la dessinatrice et scénariste Sophie Campbell, qui reprend le flambeau, je trouve, fait des choses qui, en tout cas, moi, me parlent un petit peu plus, sont un peu plus proches de moi, ce que j'aime. Il y a un côté un petit peu tranche de vie que je trouve vraiment délicieux à suivre. Elle prend plus le temps de rentrer dans, disons, la psychologie, dans l'intimité, dans les émotions des personnages. Alors, pas que les auteurs précédents ne le faisaient pas, au contraire, mais elle a une manière un petit peu plus intime de le faire. En tout cas, je trouve, c'est ce que moi j'ai ressenti. Et c'est un tome qui est très touchant, qui est très bouleversant, mais qui est aussi hyper galvanisant parce qu'on découvre plein de nouveaux trucs, il y a plein de nouveaux personnages. Et je vous dis, ce côté un peu, feel good, un petit peu tristoun, mais qui débouche sur de nouvelles choses très belles, fait, je trouve, des merveilles. Sophie Campbell, on l'avait déjà vu dans l'univers des Tortues Ninja, qu'elle avait déjà signé quelques épisodes et quelques arcs sous Tom Waltz, notamment le 4e tome de iComics, Northampton, qui était un tome un petit peu justement plus tranquille, qui était, moi je trouve, merveilleux. Elle a intervenu de ci, de là dans d'autres trucs, et c'est, disons, son talent de narratrice et de dessinatrice qui a motivé Kevin Eastman à lui donner les clés des Tortues Ninja. Tom Waltz et lui sont toujours là en tant que consultants, mais elle a vraiment les rênes. Ce premier tome, du coup, elle le réalise au dessin et au scénario. Plus tard, dans la suite de cette série, disons, refaite, renaît, elle sera surtout au scénario et un petit peu moins au dessin, parce que elle n'a pas forcément le temps de tout faire, mais il y aura beaucoup de dessinateurs et dessinatrices vraiment super chouettes et assez sympathiques, qui ont un style assez semblable. Donc la transition ne sera pas trop dure. Mais voilà, donc j'ai pas forcément envie d'élucubrer pendant 10 ans sur cette série, en tout cas pour vous laisser un petit peu la découverte, malgré le fait que j'en ai un petit peu beaucoup dit, mais j'espère que ça saura vous donner envie et que je saurai bien vous communiquer mon enthousiasme pour cette partie des Tortues Ninja. L'intégrale du début de la série, en fait, a été un gros succès chez nous, et on en est vraiment hyper heureux. On est heureux que vous découvriez avec nous cette fantastique série. L'intégrale que je vous montre juste là a été pendant quelques semaines en rupture de stock, mais revient dès la semaine prochaine en boutique. Donc du coup, si vous l'avez précommandé, sachez qu'elle arrive, on vous les envoie dès que ça arrive, le plus vite possible. Et sinon, ils seront disponibles en boutique. On a essayé de reprendre des bonnes quantités pour que vous ayez bien de quoi vous sustenter. Et en tout cas, je vous encourage vraiment aussi à aller découvrir la série de Sophie Campbell, parce qu'elle est, je trouve, très touchante, très attachante. Si vous n'avez pas tout lu encore des Tortues Ninja, ça serait dommage effectivement de vous y lancer, mais si vraiment vous n'avez pas lu cette première intégrale, si vous avez juste un petit peu picoré peut-être quelques tomes, moi je peux vous conseiller de vous lancer dedans. Vous perdrez sans doute quelques trucs, je vous dis là, je viens de vous spoiler comme un cochon plein de trucs assez importants, mais c'est aussi un nouveau départ qui peut permettre aussi de se lancer. Sophie Campbell réussit, je trouve, à assez bien condenser les grands événements qui viennent de se dérouler pour permettre un petit peu à tout à chacun de se lancer dedans. Évidemment, vous n'aurez pas toute la backstory de tous les personnages, vous n'aurez pas tout ce qui leur est arrivé, tout leur lien avec tous les personnages, mais ça se comprend quand même assez rapidement. Et je vous dis, on part quand même sur une tonalité vraiment différente, donc c'est de quoi aussi se lancer dans les Tortues Ninja, surtout si vous avez aimé le film. Moi je trouve que dans le côté un petit peu justement vie de mutants, communauté de mutants, je sens que le film est un petit peu allé piocher là-dedans, parce que Tom Waltz n'avait pas forcément cette manière-là de parler, disons, du côté un peu outsiders, quoi, en tout cas pas à ce point-là. Donc voilà, je vous dis, moi j'adore Sophie Campbell, c'est une autrice que je suis depuis quelques temps, qu'on avait déjà vu en France sur Jen et les hologrammes avec Kelly Thompson, qui avait aussi réalisé les dessins de la série Glory, qui était sortie dans Delcourt dans les années 2000, qui était une sorte de réinvention d'un personnage de Rob Liefeld, qui nous parlait un petit peu justement de puissance, de masculinité, de violence. C'était passionnant. Donc voilà, moi j'adore les Tortues Ninja Reborn, et vraiment lancez-vous dedans, parce que y a, je dis de quoi je pense être très surpris et d'être très touché. On enchaîne ensuite avec l'autre grosse série qui était attendue en cette fin de mois, tout simplement, ce début de semaine. C'est le premier volume de La Malédiction de Spawn chez
Delcourt Comics, ou Delcourt, on s'en fiche. Donc cette série dérivée, cette série spin-off de l'univers de Al Simmons et de Todd McFarlane, qui nous présente une sorte de futur post-apocalyptique de la Terre, dans lesquels tout semble complètement désolé, où tout est à reconstruire, où les âmes en peine sont légion, et où un nouveau Hellspawn va faire son apparition, et on va commencer à découvrir des secrets sur la condition de Angela. On va voir l'héritage un petit peu de Sam Twitch, etc., etc. Une série justement assez désolée, avec un trait très sointant. C'est vraiment du spawn dans le texte, si je puis dire. C'est vraiment, ça dégueule, c'est immonde, c'est magnifique, quoi, dans le sens immonde, dans le sens où vraiment on sent que c'est un univers complètement détruit, quoi, et qui saura, je pense, plaire à tous les fans de Spawn et de l'univers de Todd McFarlane. La malédiction de Spawn, c'était un des spin-offs qu'on n'avait pas encore eu, donc on se réjouit beaucoup de voir de plus en plus la bibliographie de McFarlane et de Spawn se compléter chez Delcourt. Et comme vous le savez sans doute, on a le plaisir de réaliser une édition collector, une couverture exclusive pour notre boutique par le magnifique, le sensationnel Paul Renaud. Regardez-moi comment c'est sublime, avec tous les personnages un petit peu de l'univers, tous les personnages importants. On est vraiment très honoré, encore une fois, de pouvoir faire ce partenariat avec Delcourt, encore plus avec des auteurs aussi géniaux que Paul Renaud et pour Spawn, qui est une série qui nous tient toujours très à cœur. Et vous êtes déjà beaucoup à nous l'avoir précommandé. On l'a reçu un petit peu en retard, cette édition collector, mais on a vraiment commencé les envois et on fait au mieux pour vous les faire parvenir le plus vite possible. Il en reste encore un petit peu si vous n'y êtes pas attaqué, mais en tout cas sachez que ça risque de partir quand même un peu vite, parce que ça descend de plus en plus, mais en tout cas on espère que vous saurez vous régaler avec cette nouvelle série Spawn qui devrait être complète en 3 volumes, donc on aura quand même de quoi bouquiner et de quoi se substanter avec tout ça. On continue avec les ouvrages qui se sont fait un petit peu attendre et qui nous viennent tout droit des années 90 et du Image Comics des débuts. Je veux bien sûr parler du 2e volume de Cyberforce de Marc Silvestri. Cette série qui fait partie des pionniers d'Image Comics, ce moment où tous ces grands dessinateurs, McFarlane, Jim Lee, Marc Silvestri, Eric Larsen, etc., on a eu marre d'être traités un petit peu comme de la merde par Marvel, et ont décidé de créer leurs propres histoires, en copiant beaucoup les histoires sur lesquelles ils travaillaient à l'époque chez Marvel, ce qui fait que Jim Lee et Marc Silvestri vont se retrouver à nous faire des espèces de séries ersatz de X-Men, pour quand même notre plus grand plaisir, parce qu'on sent qu'ils vont se faire pas mal, qu'ils vont vraiment se lâcher, laisser voir tout leur plaisir et toute leur magnificence. Et ce 2e tome de Cyberforce nous fait rentrer directement dans le crossover Killer Instinct. Souvenez-vous, à l'époque, qui réunissait pour la première fois les personnages de Cyberforce et de Wildcats, qui était la série créée par Jim Lee, et qui montrait que l'espèce d'univers de début de Image Comics était un petit peu relié, et donc qui saura vous plaire si vous êtes fan de cette époque et que vous souhaitiez retrouver un petit peu tous ces classiques qui ont forgé, disons, une nouvelle sphère du comics indépendant. Et du coup, je vous dis aussi, comme il y a le crossover Killer Instinct, il y a quelques chapitres de Wildcats qui sont contenus dans ce volume 2, et oui, si vous vous posez la question, oui, il y a les chapitres avec des méga splash pages sur 4-5 pages réalisés par Jim Lee. Ils sont là-dedans, et on remercie Réflexion Édition de nous les avoir proposés. Donc voilà, je pense que vous êtes déjà beaucoup à nous l'avoir précommandé, mais sachez qu'il est maintenant présent et que ça reste toujours très très cool. On enchaîne ensuite avec un petit tunnel dédié à l'éditeur Vestron qui nous sort 3 belles nouveautés cette semaine, avec notamment le magnifique Power Ranger Universe, le one-shot Power Ranger Universe, qui va s'intéresser, disons, un petit peu, alors pas aux origines vraiment, mais à l'univers un peu étendu en fait des Power Rangers, et surtout à la manière dont les règles de l'univers fonctionnent, en fait, comment cet univers fonctionne, et notamment comment la transmutation des Rangers
eh bien, s'effectue en découvrant eh bien, les secrets notamment du Phantom Rangers, en nous embarquant dans une véritable saga de science-fiction, de space opéra, où de jeunes eh bien, Rangers vont devoir eh bien, percer un petit peu les mystères de l'univers. Donc voilà, toujours... Ça fait un petit peu partie de tout le renouveau qu'il y a en fait autour des Power Rangers depuis quelques années chez l'éditeur Boom Studio aux États-Unis, où vous avez plein de grands auteurs eh bien, qui sont passés par là. Et récemment, on a eu une espèce eh bien, de renouveau, pas de reboot, mais de relaunch en fait des Power Rangers orchestrés par Ryan Parrott, que on a commencé à voir eh bien, chez nous, chez Vestron, avec les 2 séries Mighty Morphing et Power Rangers, qui s'intéressent chacune eh bien, à un groupe différent. Les Power Rangers, ça s'intéresse aux Omega Rangers qui eux évoluent qui sont des espèces de gardiens de la galaxie qui évoluent dans l'espace, et Mighty Morphing lui s'intéresse plus aux Rangers qui sont restés sur Terre et comment les premiers en fait forment une nouvelle génération, qui sont 2 séries vraiment fantastiques, qu'on est très heureux eh bien, de toujours retrouver chez Original Comics. C'est une série qui a un petit succès chez nous, on est content, on sait qu'on a un petit public de Power Rangers, et moi j'en suis très content parce que je trouve que c'est une excellente série de super-héros qui arrive vraiment bien à faire un univers justement assez intéressant, assez cohérent, qui va chercher dans plein de trucs. On retrouve du Super Sentai à la japonaise, du super-héros à l'américaine, avec des personnages assez attachants et des histoires assez épiques. Et ce one-shot, eh bien, Power Rangers Universe vient remettre encore plus un petit peu de complexité et justement de justesse un petit peu là-dedans. Et c'est vraiment assez cool. Les dessins de Simone Ragazzino sont vraiment splendides. Je suppose que vous avez dû en voir quelques-uns depuis que je parle, et qui est du coup un one-shot que je vous conseille si vous êtes fan eh bien, de Power Rangers. Si vous n'avez pas forcément suivi disons la série continue en fait actuelle, vous pouvez plutôt vous lancer dedans parce que c'est une histoire un petit peu indépendante qui est sur le côté, qui vient, je vous dis, enrichir des choses qui sont déjà présentes, mais qui peut permettre un petit peu de se lancer si depuis quelque temps vous entendez parler des Power Rangers, on vous dit va lire les Power Rangers, c'est vraiment incroyable, et que vous vous dites mais bon, tu es sûr, mais il y a quand même déjà pas mal de tomes, machin. Et là c'est le moment de tester, de s'y lancer. Donc moi vraiment je vous le conseille. En plus, comme vous pouvez peut-être le voir, c'est un volume un petit peu plus grand, un peu plus gros en fait que ceux que Vestron a l'habitude de nous proposer. Donc on est toujours content quand on a beaucoup de beaux trucs à lire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi d'autres choses assez marrantes, plus un petit peu pour la blague. Le deuxième crossover entre Transformers et My Little Pony, cette fois-ci The Magic of Cybertron, qui est toujours ce crossover assez improbable entre ces 2 licences de Hasbro, mais qui est choupi comme tout, qui est vraiment assez fun, que moi j'avais beaucoup aimé le premier crossover. Je vous avoue que j'ai pas encore lu celui-là, mais je trouve que c'est un bon délire, et c'est notamment un truc assez sympa à offrir des fois à des copains, des copines qui connaissent pas trop, mais de loin, mais qui ont juste envie de se taper une bonne barre. Donc voilà, Transformers My Little Pony, c'est vachement chouette. Donc testez-y si c'est le genre de délire qui vous plaise, les espèces de crossover très bizarres et improbables. Et non, si vous vous posez la question, nous n'avons pas de My Little Pony qui se transforme en robot géant. Moi aussi, j'étais très déçu. Et enfin, on termine par une autre grande saga cosmique inspirée de jouets, mais qui a su devenir quelque chose d'encore plus grand. C'est le deuxième volume du reboot de Rome chez IDW, qui nous revient. Rome, ce personnage mythique, ce jouet justement de Hasbro complètement ringard, qui a complètement floppé dans les années 80, si je ne dis pas de bêtises, mais qui avait quand même signé un deal avec Marvel pour faire des comics, et Marvel a eu le bon dos de donner ça à Bill Mantlo et Sal Buscema, et ils nous ont donné une saga cosmique vraiment génialissime, qui va être rééditée en VO pour la première fois chez Marvel, je crois en fin d'année ou début d'année prochaine, je vous avoue que j'ai un petit doute, et qui a fait de Rome un personnage autre, bien plus en fait que juste un personnage comme ça de jouet un peu nul, quoi. Ça en fait un grand guerrier cosmique qui a vécu des aventures fantastiques. Et du coup, comme Marvel avait perdu les droits, c'est IDW qui s'est occupé de nous faire des nouveaux comics. Donc évidemment, moi aussi, je trouve que ce n'est pas aussi bon que les comics d'origine, mais c'est quand même une manière de lire du Rome en français, et ça fait quand même plaisir, et ça réchauffe les cœurs de toutes les personnes qui se sont intéressées à ce personnage, et à cette âme presque aussi noble et aussi vertueuse, aussi chevaleresque que le Silver d'argent, le surfeur d'argent, et ça ne coupe pas les rues. Donc Rome quand même, quelle saga, et quel plaisir quand même de pouvoir lire un petit peu de Rome en français, et merci à Vestron de pouvoir nous proposer ça.
Et là, attention, mesdames et messieurs, parce que là, on rentre dans du lourd, dans du très très lourd, dans du patrimoine du comics, eh bien, qui a changé l'histoire du comics, avec eh bien, notamment les Judge Dredd de Delirium, eh bien, les affaires Judge Dredd, les affaires classées, qui rééditent dans son intégralité, enfin, ils essayent toutes les séries dans l'ordre chronologique du juge de Mega City One, qui nous reviennent eh bien, notamment avec le 8e tome et la réédition du premier tome, eh bien, qui était en rupture depuis quelques temps. Et quel plaisir de enfin pouvoir retrouver eh bien, le juge Dredd, ce personnage est bien né dans le magazine 2000 AD dans les années 70, je sais plus, j'ai un trou, dans les années 70, donc ce magazine un petit peu punk, underground, fondé en Angleterre, spécialisé dans la science-fiction, qui va voir la naissance du personnage de Judge Dredd, qui évolue dans une Amérique en fait un peu post-apocalyptique, dans laquelle le Big One, le méga tremblement de terre en fait qui menace les États-Unis, s'est avéré et a complètement bouleversé le pays après que tout détruit sur son passage, et où seules eh bien, quelques grandes villes continuent à vivre malgré en fait un hiver nucléaire qui a terminé de détruire tout ce qu'il restait. Et dans cette ville eh bien, où des milliards d'habitants s'enclenchent, la pauvreté et le chômage sont maîtres mots, et où du coup les gens pour tenter de survivre font des crimes, mais eh bien, malgré tout ça, enfin en tout cas, gare à eux s'ils font des crimes, car il y aura toujours eh bien, des juges prêts à les attraper, des juges qui sont à la fois policiers, juges et bourreaux qui décident de la sentence. Et l'un des plus grands juges, c'est évidemment le juge Dredd, que tout le monde craint et respecte. Et c'est à partir de là eh bien, qu'on va voir eh bien, les aventures de ce personnage en couleur, cette espèce de caricature de flic fasciste absolument délectable, créé par John Wagner et Carlos Exquera, et du coup qu'on peut retrouver dans ces affaires classées avec les aventures originales du personnage, et qui est vraiment un morceau de l'histoire de la bande dessinée, hein, parce que je vous dis, c'est vraiment le symbole de ce grand magazine par lequel sont passés tous les grands auteurs anglais. Hein. Je pense que si vous êtes auteur anglais et que vous n'avez pas écrit du Judge Dredd, je pense que vous avez raté votre carrière. Mais voilà, enfin, tous les plus grands ont travaillé, hein, Alan Moore, Garth Ennis, Dave Gibbons, Al Ewing, etc., etc. Je pourrais tous les citer, Pat Mills, enfin voilà, quoi, que des grands monsieur pour un personnage génial, absolument truculent, un univers qui a beaucoup de choses à nous réserver, et qu'on est toujours content de retrouver dans de magnifiques éditions en français. Et je vous encourage à découvrir cet univers si ce n'est jamais fait, ou si vous ne connaissez de lui que le film avec Sylvester Stallone, rappelez-vous La Loi, c'est moi, qui est un petit nanar un peu sympa quoi, de l'époque, ou le deuxième film qui est un peu plus tenu avec Karl Urban, Dredd je crois. Mais voilà quoi, Judge Dredd, un personnage fantastique dont je pourrais vous parler pendant des heures, mais voilà, en tout cas je vous conseille d'aller y jeter un coup d'œil, et surtout si vous aviez envie de vous y lancer mais que vous hésitiez comme le tome 1 n'était plus disponible, sachez que c'est bon, il est de retour et que vous pouvez vous y lancer. Et enfin, on va conclure cette vidéo avec aussi deux gros morceaux. Je veux bien sûr parler de Freebooters et Young Gods de Barry Windsor Smith, qui nous reviennent dans de très très belles intégrale chez Comics Initiative. Alors, qu'est-ce que c'est que ces deux trucs-là? Eh bien, ce sont des œuvres écrites et dessinées et gérées en fait par Barry Windsor Smith, le grand auteur Barry Windsor Smith, qui est un des jalons, un des dessinateurs les plus incroyables que la bande dessinée américaine ait pu connaître, qu'on connaît surtout pour son travail sur le personnage de Conan le Barbare avec Roy Thomas, et c'est lui qui a signé les premières aventures de Conan en comics et qui a donné un petit peu le ton graphique de ses aventures. Plus tard, il se fera connaître pour d'autres choses, pour des passages assez mémorables sur les X-Men avec Chris Claremont sur le personnage de Tornade, pour notamment également Wolverine, l'arme X, qui nous révélait les origines sombres et torturées de Logan, et qui, à un moment donné, à un moment de sa carrière,
en a eu un petit peu marre de bosser pour Marvel, pour DC Comics aussi. Je sais plus s'il a fait exactement beaucoup de DC Comics, mais en tout cas, il avait envie de vraiment faire naître en fait toutes les idées qu'il avait et que personne soit au-dessus de lui pour lui dire non, mets pas ça, fais pas ci, etc., etc. Et a décidé en fait de partir chez la toute jeune maison d'édition Dark Horse Comics qui publiait Hellboy, Sin City, etc., etc. Et de créer en fait une grande saga en fait autour de tous les concepts qu'il avait envie de mettre en place. Cette revue en fait qui va faire naître tout ça, elle s'appelait Barry Windsor-Smith Storyteller. Et dedans, on pouvait retrouver plusieurs séries, et notamment notre Freebooters et notre Young Gods, qui font partie un petit peu du même univers, et qui sont des aventures en fait autour de divinités, des aventures un petit peu cosmiques, qui vont mêler des choses assez parfois triviales, un peu clownesques, ou des choses un peu étranges, et des grandes destinées, des grandes sagas, des grands affrontements cosmiques, à la Jack Kirby, parce que Barry Windsor-Smith en fait appelle ça Young Gods pas par hasard. Au contraire, il fait ça en fait en hommage au travail de Jack Kirby, le 4e monde, qui est cette grande saga que l'auteur avait réalisée dans les années 70 chez DC Comics, qui a vu la naissance du personnage de Darkseid, Mr. Miracle, Orion, Light Ray, etc., etc., qui est cette grande saga en fait dans laquelle Jack Kirby va nous parler justement de dieux, de mythes, du bien, du mal, de force, de puissance, de soumission, et de plein d'autres trucs absolument merveilleuses, considérées par beaucoup en fait comme l'œuvre maîtresse du roi des comics. Et évidemment, Barry Windsor-Smith est quelqu'un qui a toujours été extrêmement influencé par Jack Kirby. Ça se voit dans son trait très géométrique, très carré. Et il a eu envie, en fait, avec ses sagas, de lui rendre hommage. Et c'est pour ça qu'il appelle ça les Young Gods. Et il y a plein de choses vraiment fantastiques là-dedans, je vous dis. Parce que c'est à la fois, en fait, quelque chose de très épique. On va retrouver des couleurs vraiment absolument hyper chatoyantes. On va retrouver des espèces de taches un petit peu à la Kirby. Des concepts vraiment complètement fumeux, complètement extravagants, qui nous ouvrent les chakras, qui nous ouvrent la tête, qui sont vraiment, vraiment incroyables. Et en même temps, justement, Windsor-Smith va y glisser son petit style à lui, sa petite patte à lui, parfois son côté un peu plus mélancolique, son côté un peu plus touchant, et son côté des fois un petit peu plus piquant, son côté un peu plus drôlatique, justement un peu plus étrange sur certains côtés, plus quotidien aussi, parfois, de mettre en fait ces grands dieux, ces grandes divinités cosmiques face aux tribulations en fait de la vie, parce qu'on peut à la fois partir, combattre des dieux anciens et livrer des pizzas à New York, parce que il faut bien gagner sa vie, ma bonne dame. Donc voilà, et puis on sent que c'est vraiment une synthèse de tout le travail de l'auteur. Parce que comme vous pouvez le voir, Freebooters a un petit côté Conan le Barbare quand même, on va pas se mentir. Et Young Gods, après, on peut retrouver avec certains personnages des sagas qui font écho à son travail sur Tornade, notamment, qu'il avait coécrit. Et donc voilà, je ne saurais que vous conseiller de vous intéresser à cette saga des Young Gods de Barry Windsor-Smith, qui n'a malheureusement pas eu en fait forcément le destin et le succès qu'elle aurait dû en fait à l'époque, car Windsor-Smith a dû y mettre fin assez vite, parce que les ventes ne suivaient pas et que c'était des ouvrages qui étaient assez chers en fait à produire, et que Dark Horse avait pas trop envie de mettre de l'argent dedans à l'époque, donc lui ça l'a un peu mis en colère. Il a un peu claqué la porte en mettant fin à ses séries. Donc vous pouvez retrouver l'intégralité de tout ça dans ces volumes. Mais sachez que je vous dis, si vous aimez le Kirby un petit peu de la grande époque, je pense que vous saurez trouver votre bonheur dans ces Young Gods. Et surtout, moi, Barry Windsor-Smith, c'est toujours un auteur que j'ai trouvé un petit peu hors du temps, en fait. Mais qui était très en avance sur son temps. Parce que évidemment, il a collaboré en fait avec les plus grands. Il a été là en même temps que des géants comme John Buscema, comme Jill Kane, comme Jim Collan, etc., etc. Mais lui, je trouve qu'il avait toujours un côté plus sentimental en fait dans ses histoires. Je trouve qu'il mettait, lui, au-delà d'être vraiment quelqu'un d'hyper efficace, comme John Buscema qui nous racontait ça avec des histoires avec une fluidité exemplaire, Windsor-Smith, je trouve, un peu avant tout le monde, il avait une conscience presque plus intellectuelle de la bande dessinée, dans sa mise en scène. Il y avait quelque chose de beaucoup plus
réfléchi dans sa mise en page, dans ces trucs comme ça. Et c'est quelque chose qu'on ressent sur ARAM EX, c'est quelque chose qu'on ressent sur ces X-Men et tous ces trucs-là, et qu'on voit vraiment dans toute sa splendeur sur ces Young Gods. Donc je dis, moi vraiment, je vous encourage à vous y tenir dessus. C'est hyper chelou, je vais pas vous mentir. C'est super bizarre, mais c'est du bizarre qu'on adore. Ouais, ça n'existe pas autre part. Personne n'a fait ça. Je vous dis, même Kirby, c'est pas vraiment du Kirby, même si ça y rend hommage. C'est différent, mais dans le même ordre. Et pour les amoureux, justement, d'ouvrages de bande dessinée vraiment qui sortent des sentiers battus, qui sortent de tout ce qu'on peut lire habituellement et qui ont envie justement de se prendre des grosses claques qui vous ouvrent la tête et les chakras et tous ces trucs-là, je pense que vous trouverez ça avec les Young Gods. En tout cas, moi, ça m'a pas mal fait ça. Donc voilà, moi, je vous les recommande avec grand plaisir. En plus, on a le bonheur de collaborer un petit peu avec Comics Initiative pour avoir des éditions collector que je n'ai malheureusement plus là en boutique parce que elles sont pratiquement toutes parties. Mais sachez qu'on devrait en recevoir de nouvelles très prochainement et qui sont vraiment sublimes avec un dos toilé, avec des couvertures comme ceci, vraiment sublimes. Vraiment Comics Initiative, ils ont mis les petits plats dans les grands pour nous faire plaisir. Donc voilà, jetez-vous sur la bibliographie de Barry Windsor Smith. C'est un géant parmi les géants et ça mérite vraiment d'être connu si vous ne l'avez pas fait. Et bien voilà, merci de m'avoir écouté. Comme vous avez pu le voir, il n'y a que des gros bangers cette semaine, que des trucs vraiment incroyables. Il y en a pour tout le monde, de la nouveauté, de l'ancien, du vintage, du classique, de la réédition, de la licence, du fun, du tragique, du mythique, du mythologique. Enfin voilà, que demande le peuple avec toutes ces bonnes BD qu'on peut avoir. Elles seront bien évidemment à retrouver dans le descriptif de la vidéo ou en auront envie au 49 rue La Cépède à Paris. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous recevra et on parlera en fait de tout ça avec grand plaisir avec vous. Si c'est peut-être des trucs que vous avez déjà lus, si c'est des trucs que vous avez peut-être déjà eu l'occasion de parcourir, n'hésitez pas à nous donner vos avis dans les commentaires. Moi en tout cas ça m'intéresse énormément de pouvoir voir comment vous appréhendez un petit peu tout ça, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous en avez retiré, comment est-ce que vous avez analysé ça. Dites-moi tout, je n'attends que ça. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos. On essaye bien d'en produire le plus possible. Là, on a eu un petit peu de retard parce qu'il y a eu beaucoup de nouveautés avec cette rentrée. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, on est sur le pied de guerre pour vous présenter toujours plus de beaux livres. Et moi, je vous remercie en attendant de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.